Bonsoir à tous. Décompte terminé. Démarrage pour ce soir du e-apéro, du master spécialisé ingénieur d'affaires international. Bonjour à tous, ravi de vous accueillir, bienvenue. Alors je ne vous vois pas malheureusement, donc là j'ai l'impression de parler un peu tout seul, mais en tout cas je suis très content de partager ce moment-là avec vous. Alors au programme ce soir, on va tenter dans un moment convivial de vous présenter un peu le programme du cours pour vous donner surtout envie de nous rejoindre. C'est quand même ça l'idée, on sera ravi de vous accueillir l'année prochaine. Et pour faire tout ça ce soir, je vous présente un peu le programme et puis je suis accompagné de deux étudiantes qui sont Camille et Marie, qui vont se présenter en deux mots, puis je reprendrai la parole derrière pour vous présenter le programme. Peut-être Marie pour démarrer, pour te Oui. présenter. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Marie, j'ai 23 ans. Et après 5 ans d'école d'ingénieur, j'ai intégré le MSIAI en septembre. Et donc là, j'avance sur la fin, la rédaction du mémoire et vous présenter donc la formation. Merci Bonsoir à Marie. tous. Excuse-moi, Flavien, vas-y, je t'en prie. Vas-y Camille. Bonsoir à tous, je m'appelle Camille, j'ai 25 ans. J'ai rejoint le MSIAI après des études commerciales. J'ai fait un DUT technique de commercialisation, une licence, un master 1 et ensuite j'ai candidaté pour rejoindre le MS. Donc comme Marie, on est dans la même classe, donc on sera dans la même promo. Il y a deux parcours, donc un parcours, vous avez deux images différentes, un profil plutôt ingénieur pour Marie et moi un profil plutôt commercial. Super, merci beaucoup. Alors, c'est un peu exceptionnel parce que vous connaissez le contexte sanitaire, donc c'est un e-apéro, donc on fait ça en ligne. Donc merci à l'équipe qui a préparé tout ça, parce qu'on n'est évidemment pas tout seul, il y a une équipe derrière qui a préparé avec Pauline et Alan qui sont connectés, que vous ne voyez pas, mais qui gèrent vos questions. Vous pouvez poser plein de questions, n'hésitez pas en tout cas, et elles apparaîtront à la fin de la présentation. Et puis merci à Mickaël qui gère la plateforme pour que tout se passe bien et soit fluide. Alors habituellement, on fait ça de manière beaucoup plus sympa, puisqu'on se donne rendez-vous dans un petit bar à Paris, un peu convivial pour présenter, échanger avec vous de manière un peu libre. Là, ça va être un peu plus descendant et je m'en excuse par avance, mais j'espère que ça donnera au moins des informations nécessaires et suffisantes pour nous rejoindre. Et puis je vais démarrer du coup la présentation. Merci beaucoup Mickaël de l'afficher à l'écran. Normalement, ça s'affiche chez tout le monde. Alors pour vous dire quelques petits mots sur la formation, et c'est moi qui gère mes petits slides, c'est parfait. Alors donc moi je suis Flavien Bazenet, je suis le directeur du programme depuis maintenant 8 ans, donc ça fait un petit moment que je suis en charge de ce programme, que j'ai monté, transformé et fait évoluer. Et je vais tenter de vous raconter comment ça a bougé dans le temps. Et je suis accompagné pour la direction de Chantal Ami depuis un an, puisque le programme s'élargit, on a de plus en plus de candidats et d'étudiants, donc on a besoin évidemment de renforts pour prendre soin de vous et soin des étudiants. Et puis on est accompagné de Maud Secville, qui est assistante pédagogique et qui fait le lien, notamment entre les intervenants, les problèmes administratifs que vous pouvez rencontrer et tous les apprenants. Voilà. Et du coup, avec cette petite équipe, on est normalement aux petits soins pour vous et on s'occupe au mieux de votre scolarité. Alors, quelques mots sur la formation. Je pense que vous avez tous pris le temps pour venir nous rencontrer, en tout cas de la regarder un peu. Juste vous dire quelques mots. La formation, c'est une formation qui se veut généraliste et transversale. Et on a pris un axe voilà, pour le faire qui est un métier compliqué, l'ingénierie d'affaires. Donc, il y a plein de choses à apprendre. Donc, c'est généraliste en ce sens, où il y a plein de métiers en fait, dans le métier d'ingénieur d'affaires. Et donc, on essaye de traiter tout ça. Alors la formation est une formation qui est reconnue, ça c'est un des enjeux qu'on a nous en tant que directeur de master, évidemment, c'est que derrière vous puissiez être embauché facilement et pour ce faire, eh ben, c'est nécessaire que la formation puisse être reconnue, monter dans les classements, reconnue par plein d'accréditations internationales. Et donc voilà, je vous ai mis là un petit quelques résumés, hein. Le classement SMBG bouge un peu chaque année, mais en tout cas on est toujours dans les 15-10 premiers. Et puis, on a été reconnu 2 années de suite dans le magazine Challenge que vous connaissez, qui est une étude indépendante et qui nous a classé notre maximum des meilleurs masters. Et puis, autre point, c'est une promotion qui est sous le signe de la diversité. Alors, pourquoi sous la diversité? En fait, on mélange de nombreux profils au sein du master. On a des profils ingénieurs comme Marie, managers comme Camille, les masters spécialisés qui parfois ont travaillé dans d'autres domaines et qui viennent se former, et puis des gens en échange qui viennent de l'étranger. Et du coup, on essaye de mixer tout ça, parce que la richesse de la promotion est évidemment une richesse pour vous, à la fois en termes de réseau, mais aussi d'échanges pendant les cours, d'expérience, et c'est extrêmement important pour donner du relief aux cours. La promo aujourd'hui, c'est 90 étudiants, en tout cas pour cette année, et il y a à peu près une promotion avec 20 masters spécialisés qu'on recrute chaque année. Donc il y a une sélection qui est importante. On prend évidemment pas tout le monde et on limite les effectifs pour que la qualité de l'enseignement soit au top pour vous. Donc on est toujours autour de 20 masters spécialisés et puis on a d'autres tracks, d'autres suivis de ce cours
qui est fait pour les écoles d'ingénieurs et de managers. Et puis on essaie de temps en temps du coup de mixer tout ça avec d'autres formations internationales pour que vous puissiez non pas rester à 20 tout le temps en classe, mais pouvoir rencontrer d'autres étudiants qui suivent le même parcours que vous dans un autre track, et vous puissiez les rencontrer pour vous faire du réseau, échanger, discuter régulièrement. Voilà. Donc ça, c'est un gros enjeu pour nous. Évidemment, quand on choisit une école, on choisit aussi son réseau d'alumni qui facilite derrière la prise de poste, la recherche d'alternance, les échanges pendant l'année. Donc on travaille au maximum, nous, là-dessus pour que vous puissiez vous rencontrer, échanger à plusieurs moments dans l'année et pas rester que tous les 20. Alors, comment est construit le programme je vais être très transparent avec vous. Vous allez voir, je vous donne toutes les coulisses et comment on construit tout ça sur le plan pédagogique. En fait, quand je suis arrivé à 8 ans, je me suis reposé la question très basique et très simple de comment on construit un programme pour permettre à des gens de devenir ingénieurs d'affaires. Et donc, c'est de décortiquer ce métier d'ingénieur d'affaires. Ça veut dire quoi? Et donc, pour le faire, eh bien, j'ai essayé de reprendre les grandes étapes d'une vente et d'un suivi de projet. Et donc, ça donne un peu cette roue là que vous voyez, où en gros, au départ, on part sur de la prospection, donc comment je vais identifier qui a peut-être une piste commerciale, détecter, anticiper un peu ce qui peut se passer dans des entreprises. Derrière, je vais concevoir une offre. Donc ça, c'est tout ce qui écoute du besoin, de la faisabilité, évaluation des risques. Comment je vais construire l'offre pour un client, sachant que nous, l'idée, c'est qu'on est dans des fonctions commerciales, mais qu'on vend évidemment pas du tout des choses sur étagère. On co-construit beaucoup aujourd'hui avec le client. Donc, il faut encore comprendre ce qu'il veut et puis évaluer du coup le risque dans l'entreprise. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, vous allez voir, j'en fais souvent quand je parle, donc ce ne sera pas la dernière. En fait, le métier d'ingénieur d'affaires a beaucoup bougé ces dernières années. Et on demande de plus en plus aux ingénieurs d'affaires d'être très indépendants, d'être un peu responsables d'une business unit, enfin de leur petite équipe. Et c'est pour ça que j'ai mis la partie évaluation des risques, parce que de plus en plus, les boîtes vous demandent de concevoir les offres avec votre client et de voir comment c'est réalisable, faisable au sein de votre entreprise. Et c'est à vous d'évaluer un petit peu les questions juridiques, financières, etc. Donc vous voyez, là, on est déjà sur plusieurs métiers au sein du même métier qu'ingénieur d'affaires. Derrière la partie vente, donc là, toute la partie qui est marketing, communication, comment donc je raconte mes offres, et puis comment je négocie un contrat avec un client, où là, on fait du coup des allers-retours, il y a beaucoup d'échanges. Là, il y a toute la partie qui concerne la gestion de projet, comment je vais dérouler mon offre, comment elle va pouvoir se réaliser chez un client. On l'a co-construit ensemble, on l'a pensé ensemble, maintenant, il faut la réaliser. Et c'est vrai que c'est très intéressant comme métier, parce que vous êtes à la croisée entre le client et avec les équipes internes. Et donc souvent, vous assurez aussi la coordination pour que le projet se passe correctement. Et donc là, il faut apprendre à discuter avec des designers, des ingénieurs, avec plein de gens au sein de l'entreprise. Et puis le dernier point, c'est tout ce qui est suivi. J'ai mis l'assistance SAV, mais c'est pas l'assistance évidemment téléphonique. C'est plutôt comment avec son client on continue à faire évoluer, bouger les projets pour continuer à les améliorer. Et puis souvent, refaire du commercial. Parce que quand on a lancé un projet chez un client, souvent il veut la suite, l'amélioration, etc. Donc on reste en lien. Et c'est ça qui est passionnant comme métier, c'est qu'on est toujours dans le lien humain avec notre client. Alors nous, on a deux axes qui sont très marqués et très forts, qui sont liés surtout à la couleur de l'école. C'est qu'évidemment, nous, on évolue dans un environnement, un contexte qui est technologique, très numérique. Je pense que vous connaissez certainement l'Institut Mintelecom Business School. Pour rappel, on fait partie d'un groupe qui s'appelle l'Institut Mintelecom, qui est un des plus grands groupes, qui est même le plus grand groupe d'ingénieurs, d'écoles d'ingénieurs et du coup de management en Europe. D'ailleurs, petite parenthèse, on est la seule grande école de commerce publique. Je le signale parce que c'est très important pour nous. Il y a une vocation éthique, sociale, etc. dans ce qu'on fait. Et du coup, nous, on évolue dans un contexte d'ingénierie. Donc, c'est pour ça qu'on est beaucoup axé sur les métiers du numérique, de la technologie, et qu'on en fait un peu partout dans les cours. Donc, il faut avoir une petite appétence naturelle, évidemment, pour ce sujet. Et là encore, petite parenthèse, comme vous le constatez, on parle partout de transfo digital, transformation du monde à cause du numérique et du monde du travail. Et du coup, ça vous permet aujourd'hui, grâce à cette petite casquette, cette couleur numérique, de bosser à peu près dans tous les secteurs, dans n'importe quel secteur, dans ceux que vous pourrez choisir, parce que partout, on s'interroge sur ces mêmes sujets. Comment on intègre plus de numérique dans nos pratiques, dans nos façons de travailler, dans nos offres, dans nos façons de vendre, commercialiser, etc. Et puis la deuxième couleur de ce master, c'est le côté international. On dit bien ingénierie d'affaires internationale, parce que vous allez voir, on a pas mal de cours qui sont en anglais, et on essaie de permettre à nos étudiants d'aller travailler à l'étranger, ou en tout cas avec des entreprises étrangères, puisque c'est une appétence qu'ils ont souvent quand ils nous rejoignent. Alors, je vous ai fait un petit résumé des grands principes pédagogiques. Comment on mixe les approches. Alors c'est très compliqué de faire de la pédagogie parce que l'idée c'est comment on vous transfère des compétences, du savoir-être et du savoir-faire avec un espèce de puzzle qu'il faut monter sur une année entière.
Et ça, c'est extrêmement compliqué parce que tant qu'on n'a pas tout le puzzle, bah, évidemment, on ne voit pas l'intégralité de ce qu'on fait. Et tout est un peu éclaté par petits morceaux, par petites heures de cours. Alors, comment se construit le programme? Il y a une grande partie qui sont les cours, qui sont donc 420 heures de cours programmés et qui sont vraiment donnés, parce qu'il y a plein de masters où il y a finalement que 300 heures de cours, c'est la moyenne en général. Donc, on a vraiment 420 heures, on a beaucoup d'heures de cours qui s'expliquent parce qu'il y a beaucoup de matière à voir. Et si c'était que moi, j'en aurais rajouté, il y aurait des cours le samedi, mais j'ai pas eu le droit. Donc voilà. Mais du coup, vous avez 420 heures de cours programmés, et les cours sont évidemment pas des cours que théoriques descendants, parce qu'on peut plus rester aujourd'hui 7 heures sur une chaise, ça marche plus, et encore moins en distanciel. Du coup, on travaille beaucoup sur des pédagogies qu'on appelle expérientielles, où on va être dans la pratique. Donc, on alterne toujours le théorique et la pratique pour que le savoir puisse s'ancrer. Donc, on travaille beaucoup en mode projet. Donc, il y a beaucoup de cours. On est par groupe, par équipe, et du coup, on vient plugger le savoir théorique sur le faire. Et c'est prouvé par toutes les neurosciences aujourd'hui que c'est un meilleur moyen de retenir l'information et les cours. Il y a 30% des cours qui sont en anglais désormais. Alors, c'est un master qui est international, mais on a pris l'option de ne pas tout mettre en anglais. On a d'autres formations pour ça. Là, on a décidé de faire un mix qui permet du coup de ne pas avoir sur la partie anglaise quelque chose de rédhibitoire, mais il faut quand même avoir un très bon niveau pour pratiquer, comprendre les cours. Et pour vous, c'est quand même utile parce que ça vous permet d'apprendre le vocabulaire plus professionnel sur un certain nombre de matières en anglais. Et puis le dernier point sur la partie cours, les cours sont donnés par un corps enseignant qui est composé en majorité par des intervenants professionnels, donc des gens qui font de la formation à côté, mais qui ont tous une expérience pro, c'est-à-dire qui ont des boîtes, qui sont spécialistes de leur sujet, qui travaillent dans des grands groupes. Pourquoi? Parce que simplement, ils vous font un retour aussi d'expérience, des nouvelles pratiques dans les entreprises, et ça évite d'avoir des cours un peu hors sol et voilà, qui sont pas directement empoignables ou utilisables. Et puis on a une partie d'enseignants-chercheurs qui viennent quand même mettre un niveau académique et qui eux aussi observent le changement et qui ont une vision un peu prospective de comment les entreprises sont en train de se transformer sur un certain nombre de métiers. Alors ça, c'est un premier pilier des cours. Donc ça, c'est la partie un peu savoir-être, savoir-faire. Il y a une autre partie qui est importante, qui est la vie en entreprise. Le master est en alternance, donc c'est sur un an, avec un rythme d'une semaine de cours à peu près pour 3 semaines en entreprise. C'est à peu près ça sur toute l'année. Et du coup, là, l'intérêt, c'est qu'il y a des choses que nous, on ne peut pas voir pendant les cours, on n'a pas le temps, d'une part, donc ça vous permet de l'apprendre en entreprise. Et puis le second point, c'est que c'est plus intéressant pour vous parce que vous pouvez mettre en pratique directement d'un côté ce que vous avez appris dans l'entreprise et puis aussi revenir avec des problématiques de l'entreprise dans le cadre de vos cours. Et en fait, quand vous êtes nombreux dans une classe et à pouvoir travailler en groupe, échanger, vous apprenez à travers les autres des différents secteurs de nouvelles pratiques et ça, c'est très utile et évidemment, c'est extrêmement précieux dans votre développement personnel. Et le dernier point auquel je tiens beaucoup sur un exercice, on va dire laborieux pour pas dire un peu dur, qui peut paraître un peu chiant, qui est la question du mémoire de fin d'études. Mémoire de fin d'études, c'est un travail qui est compliqué parce qu'on vous demande, à la différence parfois d'autres masters où on fait un rapport de stage plus, là de faire un vrai mémoire, c'est-à-dire une vraie recherche sur un sujet que vous avez choisi, et on vous demande de le creuser à fond. Et ça vous permet plusieurs apports pour vous intéressants. C'est que d'une part, ça vous permet de prendre de la hauteur sur les sujets, d'avoir une vision un peu plus macro, d'aller en profondeur sur les sujets, d'éviter de dire tout et n'importe quoi comme on le fait souvent. Ça vous permet de vraiment creuser dans le fond un sujet. Et puis de faire des liens entre vos activités professionnelles et vos cours. Et par ailleurs, je rajoute que c'est extrêmement utile d'avoir un mémoire sur un sujet qui vous intéresse, parce que c'est aussi une corde à votre arc pour aller peut-être demain changer votre carrière, parce que vous travaillez sur un sujet qui vous intéresse, sur lequel vous aimeriez bien aller ou développer dans le cadre de votre futur emploi. Et pour tout dire, il y a quand même pas mal de CV qui se ressemblent, et on va quand même parfois regarder en profondeur comment a été fait le mémoire, comment il a été écrit. Donc c'est vraiment utile quand c'est bien fait et bien travaillé pour vous dans le cadre d'un futur recrutement. Voilà. Donc c'est quelque chose qui se passe par écrit, qui prend pas mal de mois. On commence dès le début de l'année à travailler sur le sujet. Vous êtes accompagné pour le faire, pas du tout dans le vide. Il y a des cours, vous avez quelqu'un qui s'occupe de vous à chaque fois, et puis il y a une soutenance avec un gros jury à la fin de l'année pour vous diplômer. Voilà un peu comment est construit globalement le programme, et tout ça fait évidemment votre cursus. Il ne faut pas le voir comme les cours d'un côté de l'entreprise, c'est l'ensemble qui crée de la cohérence et qui fait une vraie année, un vrai programme sur l'année. Alors ça, c'est le programme des cours, donc vous irez le voir en détail. Là, je vais juste le passer rapidement avec vous sur les grands blocs. Alors sur les grands blocs, il y a un bloc qui concerne tout ce qui est business international. Merci beaucoup, Mickaël, de m'avoir mis en grand, c'est beaucoup mieux. Donc la partie business international, business, du coup, là, c'est toutes les matières qui sont en anglais, évidemment.
Et on va faire à la fois des ressources humaines, du droit, un peu de finance, donc international à chaque fois, évidemment, du marketing, et puis quelques cours d'anglais professionnels. Donc là, c'est un premier bloc, et qui vous permet du coup de vraiment avoir un regard sur toutes ces matières avec un regard international. Comment ça se pratique ailleurs. Ensuite, il y a un second bloc qui est engagé, négocier et conduire une affaire complexe. Là, en gros, on fait la négociation, et négociation et gestion de crise. Donc là, c'est un truc assez sympa et passionnant parce que du coup, vous êtes dans l'action tout le temps. Vous faites des simulations et beaucoup de choses pour apprendre à négocier vous-même, par vous-même. Il y a un deuxième cours qui est l'ingénierie d'affaires, qui est un peu transversal à l'ensemble. Vous faites à la fois du marketing, de la technique de vente, et on apprend vraiment à faire de la vente, qui n'est pas évident. Et puis, le management de projets complexes. Parce que, comme je vous l'ai dit, vous ne faites pas des projets classiques ou des choses à dérouler sur étagère. Et donc, c'est un savoir-faire qui est particulier, qui mélange. Il faut apprendre, voilà, il faut apprendre à parler plusieurs discours. Le troisième grand bloc, c'est tout ce qui est les nouveaux environnements d'affaires, qui aujourd'hui est extrêmement essentiel pour vous, je pense, parce que le business a beaucoup évolué. Et donc, il faut aller sur ces nouveaux sujets, des offres innovantes. Et donc, on a mis là des nouveaux cours qui viennent d'apparaître. On change à peu près 25% des cours chaque année. Parce qu'il faut le mettre à jour, il faut qu'on essaye de suivre nous au maximum ce qu'on fait dans les entreprises, et donc on le fait chaque année, et on le fait en lien d'ailleurs avec un comité de patrons d'entreprise, avec d'autres enseignants-chercheurs, des intervenants, et on a un steering committee composé de beaucoup de personnes, et chaque année on va tester et voir comment est pris le programme. Et donc il est sorti il y a quelques années qu'il fallait mettre à jour vos compétences sur tous les nouveaux business models, donc c'est un peu tout ce qui concerne les business numériques, plus scalable, plus start-up, etc. Donc, il faut apprendre ce vocabulaire, cette façon de penser. Tout ce qui est nouvelles méthodes centrées utilisateurs. Donc là, à travers un défi, on apprend à utiliser ces méthodes de manière très concrète, en travaillant avec une entreprise partenaire. On va aller aussi travailler sur les nouveaux panoramas des technologies et des enjeux numériques. Donc, essayer de comprendre un peu tous les buzzwords qu'on voit un peu s'afficher partout. Je sais pas, big data, intelligence artificielle. On va essayer de comprendre un peu et décortiquer tout ça. Et surtout, essayer de comprendre comment ça va impacter demain vos façons de travailler et le business. Et puis, dernier point qui est l'ingénierie financière de projets innovants. Là, comme je vous l'ai dit, on vous demande de plus en plus d'évaluer les risques, notamment financiers, et donc vous puissiez faire un peu comme de l'intrapreneuriat, comme créer une petite entreprise. Il faut que vous appreniez à gérer les finances et comprendre en tout cas comment ça fonctionne. Donc, vous ne serez évidemment pas directeur financier demain. En tout cas, vous aurez les bases pour comprendre et évaluer le risque lié à un projet. Et puis le dernier bloc auquel moi, je tiens beaucoup, qu'on a intégré dans les premiers, je crois, en France, avec autant d'heures de cours là-dessus, c'est le développement personnel, parce que je suis profondément convaincu que c'est des choses qu'on ne pourra jamais vous enlever, peu importe ce que vous faites comme métier demain, même si vous vous réorientez, vous avez un intérêt à vous développer personnellement. Et pour le faire, nous, on travaille beaucoup autour de la communication, évidemment, avec des ateliers de communication théâtrale. Donc, on a des profs de théâtre qui viennent en début d'année, qui vous apprennent à gérer votre posture, gérer l'espace, gérer votre façon de parler, qu'est-ce que je fais de mes bras quand je suis en représentation, etc., etc. Donc, c'est extrêmement utile pour vous sentir mieux et plus à l'aise. Et puis, derrière, on fait aussi d'autres cours sur le leadership, c'est quoi la relation interpersonnelle avec les autres, comment je me positionne dans un groupe, comment je travaille avec certains profils ou d'autres. Donc voilà, et puis un dernier point qui est sur tout ce qui est innovation sociale et management éthique. Ça, c'est une couleur forte de l'école. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, Institut Minté comme Business School est très orienté sur tout ce qui est business durable, responsable. On se veut une école responsable. C'est vrai qu'on a une petite école, donc c'est un petit écrin ici. On travaille, on est très sensible sur ce sujet. Et donc dans chaque cours, dans chaque master qu'on fait, on a une petite partie dédiée à tout ce qui est innovation sociale et management éthique. Voilà, donc ça fait une partie de l'année. Et puis un gros travail sur le mémoire de recherche. Vous êtes accompagné, c'est le dernier item que vous voyez. Et puis du coup là, on vous accompagne et puis on travaille avec vous tout au long de l'année pour que ça se passe de manière la plus fluide possible, même si ça reste un exercice solitaire et compliqué. On essaie en tout cas de vous encadrer, de vous accompagner. Voilà, je vous fais un petit focus parce qu'on travaille avec plein d'entreprises partenaires dans le cadre de ce master. On a la chance que l'ingénierie d'affaires est un métier qui est très recherché, et notamment avec cette couleur un peu technologique, numérique. On a beaucoup de demandes d'entreprises, donc on en choisit une ou deux chaque année avec qui on va travailler, et on travaille autour de défis entreprises. L'idée là, c'est de pouvoir répondre à une problématique d'une boîte, quelque chose de concret, de réel, pas une étude de cas dans le flou. D'ailleurs, dans le master, on fait beaucoup de choses réelles, hein. On prend beaucoup d'exemples d'entreprises qui ont vraiment lieu. Et là, l'entreprise vient avec une problématique, un enjeu qu'ils ont à l'heure actuelle. Et par groupe, avec une méthode où on vous accompagne pour apprendre des nouvelles méthodes de travail, vous allez réaliser un peu en mode conseil, une étude, inventer un nouveau produit, une nouvelle offre. Ça dépend un peu des années. Et là, voilà, on vous réunit par groupe. Et ça, on vous mélange dans ces cas-là avec les 20 étudiants en master spécialisé, on vous mélange
avec des étudiants qui suivent un autre track pour un track international. Voilà. Et ça, c'est très utile parce que du coup, vous pouvez développer plein de nouvelles compétences, comme l'analyse, la veille, l'innovation, la créativité. Enfin, il y a plein de choses qu'il faut travailler et on peut pas forcément les travailler dans des cours parce que c'est compliqué, tout ce qu'on appelle les soft skills, les savoir-être. Et donc là, c'est très bien de pouvoir les travailler dans une mise en pratique dans le cadre d'une entreprise. Et les boîtes sont très sympas parce qu'ils mettent à disposition leurs managers. En général, on travaille avec les directions qui prennent du temps pour vous transmettre aussi leur façon de travailler. Voilà, moi j'ai fait un peu mon topo, j'ai essayé de tenir en 20 minutes, c'était un peu l'exercice qu'on m'avait demandé de faire, donc j'ai essayé de resserrer tout ça. Évidemment, on pourrait en parler beaucoup plus longtemps et dire plein de choses. Alors après, ça c'est mon regard côté direction de programme, côté construction du programme. Je pense que c'est aussi intéressant pour vous, et voire peut-être plus intéressant, d'avoir des retours directement du terrain, de gens qui suivent aujourd'hui la formation, d'apprenants qui sont actuellement en lien sur ces cours. Et donc j'ai passé la parole peut-être en premier à Camille, si elle veut bien la prendre, pour peut-être vous raconter un peu comment elle le vit de l'intérieur, comment se passe déjà l'année, est-ce que ça se passe bien, et j'espère qu'elle va dire oui, et peut-être vous dire un peu ce qu'elle trouve intéressant dans la formation, et puis voilà, comment ça se déroule au niveau des cours et du planning sur l'année. Oui, avec plaisir, je vais prendre la suite. Alors, oui, la formation, elle se passe très bien. Pour avoir été en alternance depuis le début de mes études, je ne sais pas si c'est le cas de certains d'entre vous, j'ai eu à peu près tous les modes d'alternance, donc une semaine de cours, une semaine d'école, 3 jours de cours, non, une semaine de cours, une semaine d'entreprise, 3 jours de cours, 2 jours d'entreprise. Je pense que quand on arrive à ce niveau d'études, c'est assez intéressant d'avoir 3 semaines complètes en entreprise parce qu'on est à des niveaux de poste qui nous permettent et pour lesquels on se doit de suivre les dossiers. Et donc d'avoir une semaine de cours par mois qui nous permet de nous professionnaliser, c'est bien et ça permet aussi de suivre, je pense, au mieux les différents projets qu'on peut avoir. Pour ma part, je suis chef de produit donc chez Orange International Careers. On parlait tout à l'heure de la dimension internationale du master, enfin du MS plutôt. C'est, je pense, une force d'avoir une partie des cours en anglais parce que ça permet de toucher des boîtes à l'international. J'aurais pu entrer ailleurs chez Orange, dans une boîte française ou peu importe, mais on m'a aussi recruté parce qu'il y avait cette dimension internationale du master. Orange International Careers, donc c'est une entité d'Orange qui travaille à 100% à l'international. Alors oui, on parle français entre nous avec nos collègues, mais on parle aussi beaucoup anglais avec tous nos clients. Donc c'est vrai que c'est une force importante d'avoir une partie des cours en anglais et ça peut être assez valorisant sur le marché du travail. Tout à l'heure, Flavien, il disait que le mémoire de fin d'études, ça pouvait être une carte à jouer pour les CV. Je pense que d'avoir aussi une expérience à l'international et d'avoir eu des cours en anglais, ça permet aussi d'ajouter une corde à son arc, si je puis dire, et de développer nos compétences. Et surtout avec le marché de l'emploi en ce moment, je pense que plus on a de compétences et plus on est professionnalisé, mieux c'est. En termes de pourquoi j'ai choisi cette école, en fait, j'ai travaillé ici, moi, quand j'étais en licence. Donc, j'étais apprentie au service des relations entreprises. Donc, j'ai vu un petit peu l'école de l'intérieur, donc de l'autre côté de la facette. Ça m'a permis de connaître vraiment cette école, de connaître son entité, son essence et ses projets. C'est vrai que c'est assez intéressant et c'est les seuls, je crois, en France, si je ne dis pas de bêtises, à être une école de commerce donc publique et socialement inclusive. Donc c'est pour moi des valeurs qui sont très importantes. On est loin du recrutement de d'autres grandes écoles de commerce, pour ne citer personne, qui sont vraiment dédiées à une élite de personnes qui ont aussi les revenus nécessaires pour bénéficier de cours très intéressants. C'est pas le cas de l'Institut Mines Télécom Business School, donc c'est assez louable de leur part de permettre à chacun enfin l'égalité des chances en fait, que tout le monde puisse réussir là-dessus. Après, je vais parler, je pense que ça doit intéresser certains d'entre vous, entre vie personnelle, vie étudiante, études, enfin, vie professionnelle. Je pense que beaucoup d'entre vous travaillent déjà, ou pas d'ailleurs, mais si c'est le cas, on peut se poser la question avant de rejoindre un MS de la charge, de la quantité de travail qu'on va avoir à faire à côté, puisque aujourd'hui, les vies, je pense que vos vies, comme la mienne, sont bien remplies avec le travail. Alors, il faut savoir qu'il y a pas mal de travaux de groupe.
C'est ce que disait tout à l'heure Flavien, et à juste titre, c'est très intéressant de pouvoir avoir des cours théoriques d'enseignants-chercheurs, mais aussi des projets de groupe. Donc ça vous permet de vous organiser. En général, on nous donne un projet de groupe sur une semaine où on est en cours, et ensuite on a 3 semaines pour en fait terminer et finaliser ce projet, pour s'entretenir chacun de son côté. Enfin, il y a plein d'outils aujourd'hui. Je pense que vous connaissez très bien les outils qui permettent de travailler en mode collaboratif. Ça nous permet donc de travailler ensemble, mais aussi d'avoir un petit peu de temps pour rendre les dossiers, parce que l'école et les enseignants, ils sont conscients aussi qu'on a des postes à haute quand même responsabilité, avec des projets transverses parfois pour certaines entreprises. Enfin, c'est assez compliqué de trouver du temps pendant la journée. Il faut travailler le soir. Donc c'est une organisation à prendre. C'est largement faisable. Je continue à faire des barbecues et à voir mes amis le week-end ou le soir en semaine, hors Covid évidemment. Hein, c'est pas la meilleure période, mais c'est tout à fait faisable, et ça permet un enrichissement personnel assez important, puisque c'est des promos qui sont assez liés, je trouve. Je pense que Marie, elle reviendra là-dessus aussi, mais on a des groupes Messenger qui nous permettent d'échanger au quotidien ensemble de nos difficultés, de l'avancement de nos projets, des, enfin, de ce que chacun pense, et on est attentif à la façon dont chacun évolue dans la promotion. Ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est que moi j'ai plutôt un profil donc commercial. Euh, c'est assez intéressant de pouvoir développer ses compétences encore plus. Donc j'ai eu déjà des formations, j'ai fait un DUT, une licence, un M1, donc j'avais déjà un petit peu une appétence pour la négociation et le commerce, mais ça nous permet de nous impliquer vraiment dans une formation et d'avoir des enseignements qui sont très pointus. Et donc, en termes d'évolution, je veux dire, en une année, enfin, très sincèrement, après, j'ai pas terminé mon apprentissage ni mon mémoire de fin d'études, c'est un gros travail, mais je pense qu'en entreprise, c'est extrêmement valorisé, et je le vois au quotidien. Je suis plus la même personne que en termes de compétences et en termes d'enseignement que quand je suis arrivée il y a un an en entreprise. Donc, c'est assez intéressant de faire ça. Je pense qu'en termes de recrutement aussi, c'est intéressant. J'ai plus les stats exactes en tête, mais il me semble que, enfin, ça va assez vite pour le recrutement. L'école a aussi pas mal de partenaires, donc ça permet de mettre en valeur le CV. Ils organisent des forums de recrutement, donc en interne, ou après pour le j'allais dire le poste bac, rien à voir. Le poste MS, ça nous permet de trouver des entreprises qui sont liées à l'école et qui connaissent ses valeurs et nos compétences, donc d'avoir aussi un salaire qui suit derrière. Euh, voilà, pour moi, je pense que c'est assez intéressant. C'est bon pour ici. Je vais passer la main à Marie, qui va vous parler un Merci peu de son Camille. Super. Marie, du coup, tu prends la main pour raconter un peu de toi, ton parcours, et pourquoi tu as choisi ce MS aussi, peut-être à la base, et qu'est-ce qui t'a motivé finalement à le suivre, et puis comment ça se passe peut-être un peu au sein de la promo et le rapport avec les intervenants, parce que c'est un rapport aussi assez intéressant qu'on garde dans le temps en général. Et puis, est-ce que tu fais aussi du côté pro à côté, et comment ça t'aide à faire le lien entre les deux? Oui. Je vais faire chronologiquement d'où je viens et pourquoi le MS et comment se passe la vie dans le MS. Donc, comme rapidement dit, j'avais fait 5 ans d'études en ingénieur, et puis on se rend compte qu'on est très spécifique dans un métier, ou alors qu'on est très généraliste, et qu'au final, il y a les métiers techniques nous intéressent, mais on aimerait apporter de la valeur ajoutée à ces métiers techniques, et qu'on aimerait passer à la casquette recherche de solutions, responsable d'un produit ou manager d'une équipe, pour justement apporter vraiment une valeur ajoutée à cet ensemble. Et donc c'est pour ça que je suis partie sur un master spécialisé ingénieur d'affaires, pour apporter en fait de la valeur à l'ensemble du métier. Et donc l'IMT, c'était pour moi une super école, une très bonne école. J'en entendais parler dans mon réseau familial, dans mon réseau personnel, dans mon réseau scolaire de mon ancienne promo. Donc, même au réseau professionnel, des alternants que j'ai rencontrés étaient déjà à l'IMT. Donc, c'est pour ça que je me suis vraiment dirigée vers l'IMT. Et je n'en suis absolument pas déçue. Euh, donc, là, cette année, je fais une alternance. Je suis responsable d'un programme avec mon tuteur,
Donc lui, il gère complètement le programme et les clients. Moi, je gère plutôt la partie avec les chefs de projet en interne. Et par contre, je fais entièrement tout le suivi financier du projet. Ils appellent ça en anglais Program Manager Officer. Donc, et je suis chez Thales dans la gestion du trafic aérien, pour vous situer. Et donc, ce master m'a permis donc d'apporter tout ce que je pouvais en connaissance de management. Les cours en finance étaient très intéressants aussi. Les cours en marketing qui permettent de savoir comment fonctionne le marché, c'est des connaissances que j'avais pas avant, et donc ça permet vraiment de pousser plus loin encore les ouvertures de marché, les clients, etc. Ce qui est intéressant aussi dans le MS, c'est que les intervenants, c'est pas que des profs chercheurs. Il y a énormément d'intervenants extérieurs et qui ont un recul et puis une expérience ajoutée énormissime en fait. On a envie d'écouter le cours, on a envie de savoir leur expérience, on a envie enfin, vraiment on les écoute à 100% parce que c'est vraiment pour moi une valeur ajoutée énorme à leur cours d'être externe à l'enseignement, on va dire, d'être au sein d'une entreprise. La vie quotidienne, alors c'est vrai que c'est condensé une semaine de cours comparé à 3 semaines en entreprise. Comme disait Camille, c'est indispensable d'être 3 semaines en entreprise parce que sinon on loupe des morceaux du projet, on n'est pas assez impliqué, on nous enlève des responsabilités parce qu'on n'est pas assez là. Donc là, c'est vraiment super qu'on ait 3 semaines. Et la semaine de cours, par contre, c'est intense, mais ça vaut le coup. Et les intervenants et les enseignants savent nous tenir du début à la fin en nous lançant des pauses, en nous amenant à des travaux de groupe, des expériences, en nous montrant. Ah, je crois qu'on a un petit problème de connexion avec Marie. Ouais, Je je crois reprends la qu'on a main. perdu Marie. Donc, Marie nous vantait les mérites des enseignants et des intervenants qui étaient extraordinaires et qui ont surtout su s'adapter cette année dans un contexte qui était quand même vraiment, vraiment très compliqué, autant pour les étudiants que pour les enseignants et les intervenants, parce qu'évidemment, c'est pas du tout la même interaction et c'est pas le même bonheur que d'être ensemble en cours, et de pouvoir échanger rapidement de manière fluide dans les travaux de groupe, que d'être en ligne un peu comme on le fait là, et c'est toujours compliqué. Donc tous les enseignants intervenants ont vraiment pris le point et ont essayé de faire quelque chose d'assez rythmé, varié, réinventer la façon de faire la pédagogie, les travaux de groupe. Et ça a plutôt bien réagi, pour tout dire. On a réussi à tirer la charge, d'ailleurs, globalement à l'école. Donc c'est plutôt très chouette parce que c'est pas du tout évident d'avoir 2000 étudiants, parce que c'est quand même une école petite, mais quand même, qui est quand même importante en nombre d'étudiants, qui a su se réinventer aussi rapidement et que tous les cours ont tenu pendant l'année. Ça, c'est une bonne nouvelle pour vous si jamais la crise sanitaire, et je ne le souhaite pas, continue. Vous inquiétez pas, les cours ont vraiment lieu et c'est quand même cool et il se passe quand même des trucs assez sympas. Voilà, je ne sais pas si Marie va revenir avec nous, mais du coup, on lui laissera la parole tout à l'heure quand elle reviendra. Je propose peut-être qu'on passe au petit moment, peut-être questions-réponses. On a essayé de faire assez court sur la première partie de la présentation parce que c'est un peu descendant et on ne sait pas si on répond vraiment à vos interrogations d'ailleurs. Donc, en tout cas, ça vous donne un petit topo général. Et là, du coup, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet, dans le dur, quoi, dans vos questions. Il ne faut pas hésiter à nous les poser. Il y a Pauline qui fait la médiation, qui s'occupe du marketing de tout ça, des masters, et qui regarde vos questions, nous les trie, qui va nous les afficher normalement et nous les envoyer. Et puisque c'est un apéro, vous pouvez quand même faire une petite pause, là, 35 minutes, pour tout le monde, pour trinquer. Moi, j'ai mon verre. Voilà. Je trinque avec vous, je vous vois pas, mais ce n'est que partie remise. On le fera l'année prochaine. Bon, alors, je prends la première question. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, je les lis. Alors, bonsoir. Déjà, c'est sympa d'être poli. Alors, l'alternance devrait être dans le domaine du digital numérique, où ça peut concerner tout secteur d'activité confondu. Alors, l'alternance, alors le premier point, c'est que l'alternance, évidemment, il faut que ce soit en lien avec le master. C'est quand même le premier sujet, et on est quand même assez vigilant à ça, parce que sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt si vous ne pouvez pas utiliser ce que vous voyez durant les cours et de le voir dans l'activité professionnelle. Alors du coup, c'est en lien avec l'activité, sauf que vous avez compris que le métier d'ingénieur d'affaires est un métier avec plein de débouchés. C'est assez varié. Vous pouvez être à la fois dans des fonctions commerciales, vente, achat, donc là vraiment le côté ingénierie d'affaires. Vous pouvez être dans la gestion de projet, vous pouvez être dans le marketing, communication. Donc il y a quand même déjà beaucoup de domaines que vous pouvez faire et qui sont en lien avec votre formation. Évidemment, si c'est international, bah, c'est cool parce que profitez-en pour le faire pendant vos études. Et le côté numérique, de toute façon, franchement, vous n'allez pas avoir beaucoup de choix aujourd'hui. Pas forcément être dans une boîte qui fait du numérique, mais en tout cas, vous allez voir que rapidement,
l'impact du numérique, de toute façon, est en train de transformer les façons de travailler et on l'a vu pendant la crise. Donc, de toute façon, vous allez y toucher, que vous le vouliez ou pas. Mais en tout cas, c'est pas un prérequis. Voilà. Après, il y a quand même beaucoup de débouchés comme Camille dans les boîtes de télécom. En tout cas, Orange, c'est une belle boîte qui a plein de postes et plein de métiers. Et je le dis parce que c'est Institut Mines Télécom, il y a des écoles télécom, donc il y a un lien avec France Télécom à la base. Donc évidemment, les écoles dans le digital, numérique, télécom, etc. sont des bons débouchés. Je sais pas, Camille, tu as choisi comment, par exemple, ton alternance? Euh, En fait, je voulais un poste assez transverse J'ai travaillé beaucoup quand j'étais en apprentissage, enfin dans mes anciens apprentissages dans des plutôt petites entreprises. Euh, j'ai travaillé donc à l'école, mais j'ai pas entendu Flavien. Je sais pas si t'as. Je pense que ton micro il était coupé. En tout cas, j'ai travaillé plutôt dans des petites entreprises, donc je cherchais un grand groupe un petit peu pour voir la différence. Enfin, les façons de travailler sont différentes et aussi je voulais travailler pas mal en mode projet et surtout dans un secteur d'activité que je connaissais pas. C'est un peu challenging. Bon, on travaille chez Orange, on a l'impression qu'on connaît tous le monde des télécoms, sauf bon, déjà l'entité dans laquelle je travaille, c'est absolument pas du grand public, donc ça change un petit peu de ce qu'on connaît et surtout, on n'a absolument pas les connaissances. Enfin, pour ma part, peut-être que vous les avez, mais moi, quand je suis arrivée chez Orange, en tout cas, à mon poste de chef de produit, je connaissais absolument pas le vocabulaire, etc. Donc, c'était assez intéressant d'avoir un poste déjà en anglais euh, qui collait à la formation, mais que j'avais jamais eu auparavant enfin, dans mes compétences, et aussi un poste avec un petit peu l'aspect technique, mais qu'on retrouve parfois dans les cours parce on a eu des cours enfin, de réseau, de finance, etc., dans lesquels on parle beaucoup de télécom. Pas vraiment de télécom, mais ça permet de mettre en lien avec l'école aussi. Et Orange, c'est vrai qu'ils recrutent énormément d'apprentis. Donc, je fais pas la promo d'Orange, mais si ça vous intéresse, c'est vrai qu'ils recrutent pas mal et les conditions sont assez géniales chez Orange. Merci beaucoup. Alors juste, il y a Marie qu'on récupère du coup dans la partie questions-réponses. Marie, j'ai fait la fin de ton discours sur le côté bienveillant avec le rapport avec les intervenants. Et du coup, on prend les questions. Je vais prendre la question suivante et puis du coup après, je dispatcherai pareil la parole selon la question. Alors, comment postuler au master? Pour le master, vous regardez sur le site internet, il y a toute la procédure qui est extrêmement bien faite en ligne. Quand vous commencez la procédure, il y a toute une équipe chez nous qui prend encore une fois très soin de vous. C'est une vraie couleur de l'école, ça, d'essayer de prendre soin des candidats et des apprenants. Du coup, on vous rappelle derrière pour bien comprendre votre projet. Et puis, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Il y a un CV à faire, une petite lettre de motivation. On pose une petite question vous verrez, il y a un petit dossier à faire de quelques pages sur un sujet d'actualité. Et on le fait pour tout vous dire, pour décourager les moins courageux. Et puis derrière, il y a un entretien qui se passe en ligne maintenant, en vidéo, où pendant quelques minutes, vous devez répondre à des questions. Et puis c'est évalué de notre côté derrière, et on met une recommandation. On est deux à chaque fois à évaluer, et la recommandation passe devant un jury, et votre candidature est débattue, et après on fait une sélection des derniers candidats. Voilà, donc c'est une procédure assez longue, et il y a un jury tous les mois, et la fin des candidatures a lieu le 15 juin. Voilà, j'espère que j'ai répondu à peu près à tout sur la partie administrative de l'inscription. Mais regardez, on a un super site qui est trop bien fait, Institut Mines Télécom Business School, page exécutive, là, il y a plein de trucs, et vous allez voir, c'est facile. Bonsoir, faut-il forcément sortir d'un cursus ingénieur généraliste pour postuler? Bon, du coup, c'est Vincent. Donc c'est moi qui prends encore la question là-dessus, je pense. Du coup, pas du tout, pas du tout. Alors, évidemment qu'on a un avantage à l'Institut Mines Télécom Business School, c'est qu'on est très habitué, parce qu'on est dans un groupe d'école d'ingénieurs, à accompagner des ingénieurs qui ont envie de découvrir les métiers un peu plus business, un peu plus de management, et on est habitué à les intégrer, on sait à peu près leur niveau en entrée, qui est bon sur plein de points, mais parfois il n'y a pas le vocabulaire qu'elle a sur le marketing, etc. Donc les cursus sont vraiment faits aussi pour ces profils-là, mais on a des profils qui sont vraiment variés, on n'a pas que des ingénieurs. Les ingénieurs sont en bac+5 qui viennent après, mais on a des gens qui ont travaillé dans plein de domaines très différents. Donc en général, on recrute majoritairement des bac+5 et exceptionnellement, pour des gens qui ont déjà une expérience professionnelle, on prend des bac+4 et on valorise du coup l'expérience pro qui est évidemment éminemment importante et voilà, on n'a pas envie de dégager comme ça sur une question de diplôme. Donc si vous avez bac+4, vous pouvez toujours candidater, évidemment. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question.
Vous avez compris, le résumé. Faut pas forcément être ingénieur. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'ingé. Bonjour, je trouve la présentation très intéressante. Ça, c'est vachement sympa. Tu marques déjà des points pour être recruté. Alors, pour le process de recherche d'entreprise, pour l'alternance, y a-t-il un suivi de votre part ou des partenariats avec des entreprises? Est-ce que Camille Marie, vous voulez raconter comment ça s'est fait pour vous, la recherche? Et puis moi, je compléterai si besoin. Marie? Ok. Donc moi, je suis carrément allée sur le site des groupes qui m'intéressaient et j'ai postulé directement sur les sites. Et ensuite, le process s'est fait. Puis, c'est cette alternance. Ils m'ont gardé pour finir mon diplôme d'ingénieur. Ils m'ont gardé pour continuer en master spécialisé. Donc, postuler même sur les grands groupes directement, n'ayez pas peur. Oui, on se reçoit beaucoup de réponses automatiques, mais oui, on se reçoit aussi des réponses positives des grands groupes et allez-y, n'hésitez pas. Merci Marie pour le retour d'expérience. Du coup, Camille, tu veux dire un peu comment tu as procédé? Yes. Alors, en fait, l'école, elle a un partenariat et la gestion administrative, en fait, elle est au CFA-EV, donc c'est un organisme qui est à Évry aussi, et en fait, qui gère un petit peu une partie administrative que nous, on voit pas du tout, par exemple, les contrats, etc. C'est eux qui s'en chargent directement. Et donc, l'école a des partenariats avec certaines entreprises, et vous avez directement, enfin, en tout cas, moi, quand j'ai postulé, vous aviez directement un site internet avec plein d'offres auxquels vous pouvez postuler et qui était en lien avec l'école. Donc oui, il y a un suivi avec l'école. On peut vous aider à recruter, à vous faire recruter plutôt. Et comme je disais aussi, c'est plutôt donc pour après, mais après vous avez des forums de recrutement qui vous permettent de vous mettre en lien avec des entreprises et donc de décrocher soit des CDI, soit des contrats d'apprentissage. Euh, donc c'est vrai que c'est assez intéressant d'avoir des partenariats avec une école. Ça nous permet d'être mis en avant parfois quand on a du mal à être recruté, surtout en ce moment avec cette histoire de pandémie. C'est assez appréciable de pouvoir trouver des offres ciblées qui correspondent aussi forcément aux valeurs de l'entreprise et de l'école plutôt et qui seront forcément validées, enfin en tout cas très souvent par vos responsables de majeur parce qu'elles correspondent aux valeurs et aux attentes de l'entreprise. Donc il y aura a priori pas de mauvaise surprise si vous postulez directement via le CFA. Je pense que les liens ils sont transmis directement par quand vous êtes recruté. Je ne sais pas si Flavien, tu veux rebondir là-dessus. Peut-être que tu as plus d'infos Si. que moi. Du coup, je fais petite synthèse. Du coup, effectivement, donc il y a plein vous n'êtes pas du tout abandonné à l'école. Déjà, le premier point, c'est, je vous rassure, tous les gens qui sont chez nous en alternance trouvent une alternance. Et ça va arriver une fois par an qu'une personne ne trouve pas, et franchement, elle y met vraiment de la mauvaise volonté. Et d'autant plus dans le master ingénierie d'affaires internationales, parce qu'on reçoit des demandes de plein de boîtes, et moi j'en reçois presque toutes les semaines, et j'ai vraiment presque toutes les semaines que c'est vraiment ça le sujet, c'est pour venir recruter directement dans l'école des ingénieurs d'affaires. Donc en fait, le mec qui trouve pas, franchement, il n'a pas grand-chose à faire chez nous, et je vous le dis de manière assez cash, c'est vous devez trouver une alternance. Alors après, vous n'êtes pas du tout abandonné, parce qu'il y a plein de raisons qui font qu'on cherche des postes un peu particuliers, internationaux, etc. Donc on a un Career Center, donc on a des gens qui font que ça, qui sont en lien avec les entreprises, qui créent des partenariats avec certaines entreprises et on met à votre disposition un accompagnement personnalisé si besoin, avec des gens qui vous aident à trouver, à préparer vos CV, vos lettres de motivation. On a un site qui s'appelle Job Teaser, vous avez effectivement une liste, comme le disait Camille, de plein d'offres qui sont dédiées à votre formation, donc on a trié au préalable. Donc là, c'est quand même relativement facile, les boîtes l'ont mis pour venir vous recruter, vous, dans cette formation. On a des partenaires on a des partenaires avec certaines entreprises juste sur la formation. Donc là, c'est pas l'école, c'est que la formation. Et donc là, moi, je suis avec les directeurs et ceux qui trouvent pas, parfois, je leur envoie directement sur les offres que je trouve chouettes dans leur profil, selon ce qu'ils ont envie de faire. Donc là, on vous accompagne presque individuellement pour ceux qui ont plus de mal. Mais si vous avez du mal, c'est qu'il y a un sujet à corriger quelque part, évidemment. Donc on vous accompagne pour le faire. Et puis moi, le dernier point que je dirais quand même, c'est quand on veut faire de l'ingénierie d'affaires, je pense que c'est quand même pas mal de trouver par soi-même son alternance. C'est un bon démarrage. C'est quand même cool de pas toujours être accompagné. C'est bien de se débrouiller. Et en plus, encore une fois, vu la demande du marché, je comprendrais assez difficilement en tant que directeur de formation que vous ne trouviez pas par vous-même votre alternance. Voilà. Alors après, on accompagne tous ceux pour X raisons qui ont plus de difficultés, mais franchement, c'est quand même compliqué de pas trouver. Voilà. Alors après, le sujet, c'est plutôt, moi je vous dis toujours, c'est de ne pas prendre la première alternance, de choisir celle qui vous intéresse vraiment, de négocier votre salaire. Franchement, vous avez le choix. Donc je vous le dis, le salaire moyen en alternance est assez élevé à l'école. Donc ne bradez pas votre savoir-faire
et vos compétences. L'alternance, c'est un contrat quand même de travail, et donc faut pas le brader. Voilà, j'espère que j'ai répondu à peu près aussi, encore une fois, à la question, et merci à Camille et Marie pour leur éclairage. Quelle est la moyenne d'âge des élèves? Alors la moyenne d'âge, je vais avoir du mal à la faire, mais je pense que là, vu les MS qu'on a validés pour l'année prochaine, elle va être autour de 27 ans, je pense à peu près, je vais dire 27-28 ans, mais on a des gens plus âgés. C'est pas un point très important, en tout cas, il faut vous dire qu'on a beaucoup de bac plus 5, donc on commence à travailler, donc on a quand même une majorité, et la lumière fut. Et on a une majorité de gens qui ont voilà, peut-être 26-27 ans, et puis là on a des profils qui sont un peu plus âgés pour l'année prochaine, parce qu'on a validé quelques candidatures des gens qui avaient beaucoup d'expérience, donc c'est plutôt chouette. Donc voilà, à peu près ça la moyenne d'âge, un topo entre 27 et 35 ans pour être très très large pour les masters spécialisés spécifiquement pour eux. Est-ce que la date de la rentrée de septembre a été fixée? Oui, elle a été fixée, et non, je m'en souviens plus. Non, en fait, pour tout vous dire, on est en train de valider le programme de l'année prochaine. Donc là, j'ai pas validé encore les dates. Le calendrier est dans ma boîte mail, reçu fin de semaine dernière, donc il faut que je le fasse. Donc elle est à peu près, normalement, je vais ça va être la deuxième semaine de septembre, mais j'ai pas encore dit un go tout à fait, donc je veux pas, mais en gros, ça va être par là. Voilà, deuxième semaine de septembre a priori. Je pense que ce sera milieu de semaine pour laisser les gens arriver tranquillement. Merci pour les témoignages, c'est pour Camille et Marie. Et merci à tous les deux pour les témoignages. À l'issue du master spécialisé, quel est le pourcentage d'élèves qui travaillent à l'étranger? Alors c'est une bonne question parce qu'en fait il y a deux sujets sur la question de l'international. Il y a le pourcentage d'élèves qui travaillent à l'étranger et il y a ceux qui travaillent dans des boîtes internationales, donc qui ont des postes où ils vont beaucoup à l'étranger. Je dirais à la louche, et en fait on n'a pas vraiment fait l'étude là-dessus, je l'ai fait il y a 2 ans, un peu vraiment grossièrement. Je dirais que c'est autour de 30-35% qui vont vraiment bosser dans des fonctions internationales. Point, c'est qu'on a dans les débouchés, j'ai pas beaucoup parlé des débouchés. On a, comme je l'ai dit, plein de métiers de débouchés. Il y en a à peu près un tiers qui fait vraiment de l'ingénierie d'affaires, et là qui vont souvent dans des boîtes internationales pour une partie d'entre eux. On a un tiers qui fait plutôt de la, je veux dire, gestion de projet, product owner, un peu entre les deux, entre le commercial et la création de produits et d'offres. Et on a un tiers qui va surtout s'orienter vers le conseil, l'audit et le conseil. Pourquoi? Parce que les écoles de management sont évidemment une source pour ces entreprises-là, et vous êtes démarché assez rapidement après vos études dans ces cabinets-là, qui payent assez bien, qui vous offrent un panel de choses à faire, et ces cabinets vous envoient souvent dans des postes internationaux, mais on ne peut pas dire que c'est des boîtes internationales, enfin elles sont internationales, mais c'est pas des postes à l'étranger. Voilà. Donc la réponse est pas fumeuse, mais pas complètement. J'ai pas la vraie data pour vous la donner, mais en gros voilà à peu près ce qu'on peut observer. Pour Marie, trouvez-vous que votre formation ingénieur vous suit au cours de la formation, ou bien vous sentez que vous changez carrément de parcours? En gros, est-ce que tu restes ingénieur? Est-ce que tu sens que tu vas vers d'autres univers, ou est-ce que tu fais un beau mix des deux? Moi, je trouve que c'est un beau mix des deux, puisque certains cours, heureusement qu'on avait le parcours ingénieur pour comprendre, parce que les profs allaient très loin dans la partie technique. Comme disait Camille, le panorama des technologies, etc., parfois c'est quand même très technique. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment, ça permet de vraiment devenir enfin, commerce et s'ouvrir au marketing, et ça fait, pour moi, c'était vraiment nécessaire d'ouvrir. Après, t'as les deux et tu peux te servir des deux. Je trouve que c'est très intéressant si tu veux être chef de produit. Euh, L'équipe que tu auras en dessous, elle pourra pas te dire tout et n'importe quoi parce que tu auras fait de la technique avant et tu sauras qu'est-ce qu'il y a dans ton produit techniquement. Ouais, en fait, merci Marie pour le témoignage. C'est un témoignage, du coup, j'ai pas grand-chose à dire, mais juste peut-être vous dire, parce que pour avoir vu beaucoup de gens ingénieurs qui choisissent la formation et leur motivation, etc., je pense que certains repartent dans des métiers un peu plus ingénierie, mais avec une composante qui est plus managériale et relationnelle, donc plutôt gérer des équipes parfois plus techniques. En gros, je pense qu'ils viennent chercher un peu ça, côté management. Et puis certains vont plutôt sur des produits plus commerciaux, ingénierie d'affaires, des métiers comme ça. Mais en fait, dans ces métiers, ils prennent souvent des postes qui demandent beaucoup de background technique. Il y a une vraie compréhension des enjeux du numérique, de la technologie, etc. Et en fait, c'est des postes qui sont super recherchés parce que quelqu'un qui a un peu ces doubles compétences, bah, c'est pas du tout évident. C'est un peu des moutons à 5 pattes sur le marché. Et en tout cas, nous, c'est vraiment à ça qu'on forme. Enfin, on essaye en tout cas d'avoir ces profils-là un peu atypiques dont les entreprises ont cruellement besoin.
Je n'ai plus l'âge requis pour bénéficier d'un contrat d'apprentissage. Y a-t-il d'autres moyens pour rejoindre la formation en alternance? Oui. Voilà, c'est une super réponse. Alors, c'est quoi les autres moyens? Peut-être que j'ai précisé. Alors, on fait des contrats pro. En fait, faut l'imaginer différemment. C'est-à-dire, votre scolarité, c'est des cours. Donc ça, c'est l'école qui gère avec le mémoire. Et puis, il y a une partie en entreprise. Le rapport avec l'entreprise, en fait, le contrat, que ce soit un contrat d'alternance, de professionnalisation, un CDD, un CDI, etc., c'est juste une forme de contrat. Et on sait pratiquement tout gérer à l'école. On est capable de vous faire aussi un stage s'il faut, c'est un certain nombre de mois si l'entreprise n'accepte que ça. S'il faut un contrat pro, on fait des contrats pro. Si on peut rentrer avec un CDD, un CDI, je vous rappelle que les semaines de cours, finalement, c'est une dizaine de semaines de cours. Donc, quand vous avez des congés dans des boîtes, dans certains grands groupes où c'est 7 semaines, vous voyez, c'est pas beaucoup de semaines à prendre, notamment les 2 premières semaines, vous les prenez avant de démarrer votre contrat. Enfin, en fait, ça se gère assez bien, même dans le cadre d'un CDI, assez classique. Et ça, on sait vraiment faire à l'école. Encore une fois, on a un Career Center qui gère toutes ces difficultés-là de contrat, qui appelle l'entreprise, qui négocie ce qu'il faut avec les RH. Donc, pas de stress si vous pouvez pas avoir un contrat d'alternance, c'est un moyen parmi tant d'autres. Là, j'étais super rassurant normalement. Merci beaucoup pour cette présentation. Pouvez-vous me donner des exemples de postes en sortie de MS, puis 5 ans plus tard? Alors, des sorties de poste, ouais, j'en ai plein. Enfin, on en a plein. Je sais pas, peut-être d'ailleurs, Camille et Marie, vous avez peut-être des témoignages de ce que font vos camarades. Parce qu'en fait, le vrai fond, c'est que 80%, pratiquement 80% des étudiants ont une demande de CDI ou ont déjà signé un CDI avant même d'être sortis, avant même d'être diplômés. C'est-à-dire qu'avant leur soutenance finale, c'est-à-dire en septembre la prochaine, enfin fin août, début septembre, en fait 80% ont déjà une demande de l'entreprise et majoritairement là où ils ont fait leur alternance. Pas tout le temps, mais en gros c'est pratiquement 50% de ce chiffre de 80 qui a une demande. Donc peut-être que c'est un bon éclairage en tout cas en sortie de savoir ce que font vos camarades, si vous avez des idées en tête de leur poste. Je sais pas, Marie, Camille, si vous avez des. Vous savez pas ce que font vos camarades? C'est fou ça! On en Pourquoi dans votre a classe en parlé la général? dernière fois. Il y en a beaucoup qui vont essayer de partir dans le marketing digital. On est beaucoup à aussi vouloir partir dans le conseil. Il y a quelques, je pense, startups qui vont naître. On a quelques profils entrepreneurs. Ouais, c'est ce que j'ai pas eu sur les 80%, il y en a 10% qui partent sur des profils, puisqu'on fait un peu de l'intrapreneuriat dans ce métier. Et ben évidemment, il y en a qui montent directement leur boîte derrière. En fait, on apprend à commercialiser. Quand on crée une boîte, c'est quand même le premier poste, quoi. C'est qu'elle arrive à concevoir son offre et la vendre. Donc évidemment, c'est extrêmement précieux, ce genre de formation. Donc dans les débouchés, je vous ai dit en gros, il y a du chef de projet, ça on a quand même pas mal, et on a sciences et maîtrise d'ouvrage dans le cadre de cabinet de conseil, souvent c'est ça. On a des métiers qui sont plutôt achat et ingénierie d'affaires, là, souvent des grands comptes, c'est-à-dire des gestions de grands comptes dans des grosses boîtes. On a pas mal qui sont dans nos partenaires, je peux vous citer un au hasard, mais par exemple SPI ICS, qui est un de nos partenaires. On a pas mal d'anciens qui sont là-bas et ce qu'ils font comme carrière, comme débouchés en ingénierie d'affaires, ils démarrent en alternance en ingénieur d'affaires, donc ils gèrent un ou deux grands comptes. Ils sont pas tout seuls dessus au démarrage, ils accompagnent des gens pour le faire. Après, ils récupèrent leur compte et puis ils développent souvent leur business unit. Et là, la plupart, ils ont en gros à leur charge d'autres ingénieurs d'affaires. Ils sont passés managers d'un petit groupe d'ingénieurs d'affaires. Ils dirigent une BU et on a des très beaux exemples de certaines personnes, même en sortie un an après leur diplôme, qui gèrent déjà pas mal de millions d'euros de comptes. J'ai un souvenir là de un mais qui s'évoluait très bien, mais voilà, qui gérait presque 10 millions d'euros de comptes juste un an après sur des offres assez importantes. Donc pas mal développent après leur business unit quand ils restent dans la même boîte et c'est un peu ça le déroulé. Classique quand on est un ingénieur d'affaires. En boîte de conseil, 5 ans après, il y en a très peu qui restent. Et tant mieux d'ailleurs parce qu'on est là plutôt pour restaurer dans les boîtes de conseil. C'est bien pour démarrer. Et là, il y en a pas mal qui partent après plutôt chez leurs clients quand ils étaient en consulting. Et là, c'est plutôt des postes effectivement marketing, un peu commerciaux et pas mal communication, marketing et gestion de projet. Et puis voilà, puis il y a le débouché entrepreneuriat qui reste encore mineur, mais on a quand même 10%, je pense à peu près par an, qui tentent leur aventure, quoi. Et donc, par contre, en sortie de diplôme, il y en a beaucoup qui le font 5 ans après. Voilà. On a quand même pas mal qui vont apprendre en entreprise, dans un grand groupe, et qui montent leur boîte derrière. Par contre, c'est pas un master entrepreneuriat, je le précise, on ne monte pas des boîtes, on ne prend pas à faire ça. On apprend quand même beaucoup de métiers en lien, donc évidemment, c'est très utile, quoi. Faut-il une attestation de niveau d'anglais TOEIC pour postuler au MS? Merci. Alors, non, pas pour postuler, mais on vérifie quand même le niveau d'anglais, soit à travers le TOEIC ou autre si vous avez des acquis de validation comme ça, soit on regarde une partie de vos notes.
Si on regarde votre parcours, certains n'ont pas tout ça, mais ont vécu à l'international, ont vécu en Angleterre, etc. Donc on présuppose qu'ils ont un bon niveau d'anglais et on le teste. De toute façon, si on n'a pas un très bon niveau, enfin, si on n'a pas un niveau correct d'anglais, je ne vais pas dire un très bon niveau parce que c'est pas forcément nécessaire, mais un niveau correct d'anglais, c'est quand même dur de suivre une partie des cours. Et ça, c'est un peu pénalisant. Vous allez peut-être progresser pendant l'année, mais il y a beaucoup, beaucoup de boulot pendant l'année. Je sais pas si Marie et Camille vont peut-être me contredire, me dire finalement elles s'ennuient beaucoup. Moi, j'ai l'impression, vu les mails que j'ai côté apprenant, que ça a l'air quand même un peu hard. Et je vais pas vous mentir, moi tous les ans j'en rajoute depuis longtemps. Là j'ai arrêté parce que je me suis aperçu que j'étais à la limite de ce qui était tolérable pour pas avoir trop de dépression. Mais il y a quand même beaucoup de boulot. Et en même temps c'est normal, c'est quand même un master spécialisé d'une grande école avec un bon diplôme. Donc ça se mérite, c'est pas gagné d'avance. Et puis il y a tellement de choses à apprendre qu'il faut bien bosser. Donc c'est une année un peu dure, euh, mais je pense qu'à la sortie vous avez un accélérateur de carrière qui est extrêmement important. Où est-ce que les cours ont lieu? Merci Marc pour la question. Alors, c'est une super bonne question. Alors, la première semaine, en gros, les 10 premiers jours, les cours ont lieu à Évry, sur le campus, qui est un campus très sympa. Je fais ça parce que, ça nous permet de vous avoir avec nous, découvrir le campus, etc. Donc, a priori, on va conserver cette modalité-là l'année prochaine. On n'est pas encore complètement convaincu. J'aimerais bien que vous soyez là quand même pour rencontrer aussi les autres tracks et puis voir un peu aussi d'autres étudiants et vous mélanger. Donc, a priori, je vais conserver ça. Je dis bien, j'ai pas encore décidé. Donc, normalement, ça va être ça. Et après, les cours ont lieu à Paris. Jusqu'au mois de décembre, ils auront lieu dans le 15e arrondissement, à la Villa Torreton. Donc, c'est un joli bâtiment sympa avec des belles salles qui ont été refaites. Et après décembre, je ne sais pas encore où on sera. Mais on sera à Paris. Voilà. Mort d'être-il être rédigé en anglais? Camille? Non, je dis non, j'ai répondu tout de suite, mais en fait, vous avez le choix. Si vous avez un très bon niveau d'anglais, vous avez le droit, évidemment, pour les étudiants notamment qui viennent pas forcément de France ou qui viennent d'autres pays et qui sont plus à l'aise en anglais, vous pouvez tout à fait rédiger votre mémoire en anglais, mais vous pouvez tout à fait aussi rédiger votre mémoire en français. Il n'y a pas de prérequis là-dessus. C'est en fonction des appétences de chacun et on vous obligera jamais à rédiger un mémoire dans une langue qui vous correspond pas et dans laquelle vous avez des difficultés. Et c'est aussi une force, je m'étale un peu sur le mémoire, mais de pas avoir un rapport de stage à faire sur l'entreprise, d'avoir un mémoire avec une problématique que vous choisissez parce que ça vous permet de vous éclater un petit peu, même si c'est un long travail, et donc dans la langue que vous préférez. Normalement, on a des profs qui sont capables de gérer les deux. Et on peut aussi soutenir, en général, on fait quand même soutenir en français parce qu'on a des étudiants parfois étrangers, donc ils peuvent écrire en anglais, c'est parfois plus simple pour eux parce qu'on va quand même plutôt sur le fond des choses dans le mémoire, ça intéresse. Mais voilà, à l'oral, on fait quand même le faire en français en général parce qu'on a quand même besoin, parce qu'un master qui est français, etc., de valider quand même un acquis, un minimum de langue en français. Mais bon, voilà, ça se discute encore, ça peut s'adapter, mais en général, on fait quand même la soutenance en français, à minimum, qui dure une vingtaine de minutes, et puis après une question-réponse, ça dure une grosse heure, quoi. Est-ce que le réseau d'alumni du master spécialisé fonctionne bien, notamment pour la recherche du premier emploi? Alors, je ne l'ai pas dit du tout. Merci Alan. Effectivement, dans la recherche d'emploi, j'ai oublié d'en parler, donc c'est très bien. Je m'étais dit dans ma tête, mais j'ai complètement zappé. Donc, merci beaucoup de le relancer. Le réseau d'alumni, alors, il peut être extrêmement. On peut le solliciter. C'est-à-dire qu'on peut aller regarder les profils des anciens, etc. D'ailleurs, vous pouvez le faire là maintenant. Je vous invite à le faire, d'aller voir plein d'anciens, de leur écrire, de leur demander comment ils ont trouvé leur année. Ça, vous aurez peut-être aussi des points plus peut-être négatifs sur certaines choses. J'espère qu'il n'y en a pas trop. A priori, ils ont l'air tous contents, mais en tout cas, testez. Donc, allez en voir plusieurs et échanger avec eux. N'hésitez pas. Et donc, on peut les solliciter pour trouver des jobs. Mais surtout, on a plein d'anciens qui maintenant ont des postes à responsabilité, qui embauchent eux-mêmes leurs propres équipes. Et je reçois quand même dans l'année assez régulièrement et je me fais bouffer avec eux pour voir aussi souvent leurs besoins. Bon, là, cette année, je n'ai pas pu le faire, mais on a fait des rendez-vous en visio. Mais ils recherchent souvent des postes et ils préfèrent embaucher, évidemment, dans les gens dont ils connaissent la formation. Et je pense que la plupart ont trouvé leur formation plutôt d'un très bon niveau. Et donc, ils ont beaucoup de demandes pour venir recruter dans la formation IAI, dans le Master Ingénieur d'Affaires International. Donc oui, le réseau d'alumni fonctionne. Maintenant, on doit avoir à peu près au total, avec tous les tracks ingénieurs d'affaires, donc pas que les masters spécialisés, l'ensemble, on doit avoir 80 par an, fois une dizaine. Enfin, vous voyez, il y a pratiquement 1000 alumni qui ont fait cette formation. On suit ce parcours-là. Donc ça commence à faire un peu. Et après, l'alumni de l'école, côté alumni de l'école, on a, je sais pas combien, on doit être à 8000, enfin, je sais pas combien. Mais même un peu plus, je me rends même pas compte. Mais ça va être assez fou. Et on a une association des alumni qui fonctionne bien, où on peut aussi aller voir, on peut participer activement.
ces petits messages pour Camille et Marie, n'hésitez pas à participer au réseau des anciens. Voilà. Et quand on peut, on va effectivement de temps en temps faire des soirées, on essaye en tout cas des moments conviviaux. On va essayer d'inviter des alumni et je le fais normalement tous les ans. Cette année, on l'a pas fait. Donc voilà, mais en tout cas, on va relancer ça dès qu'on pourra. Comment se déroulent les cours liés au développement personnel, notamment le théâtre, en ces temps de Covid et une période à l'étranger est-elle prévue pour l'année 2021-2022 dans le cursus MS-IAI? Est-ce que Marie, Camille voulait répondre à la première version? Comment se sont passés du coup les cours de théâtre et de personal branding, tout ça en distanciel? Et, et bien, c'était en présentiel. C'était pendant les 2 premières semaines de rentrée. Et nous n'avons pas fait de théâtre, mais ils nous ont trouvé la solution de faire un journal, à rédiger à plusieurs. Et puis, ils ont eu l'idée de nous faire comme un plateau télé, en fait, avec un animateur et des intervenants. Et c'était super. Et sinon, pour l'international, il n'y a pas de semestre à l'international. Tout est ici à Paris. Ouais, pour une simple raison, c'est que notamment les contrats d'apprentissage se font souvent avec des boîtes françaises qui peuvent envoyer à l'étranger ponctuellement, mais la plupart des contrats, même qui travaillent à l'international, sont quand même souvent en France et souvent en région parisienne. Donc c'est toujours compliqué de faire un bout de semestre pour certains, pas d'autres, etc. Les faire revenir, donc ça c'est compliqué. Donc on ne le fait pas. Mais après, il faut voir avec ces boîtes, avec la boîte, comment on peut partir dans ce cadre de son travail. Et oui, sur les cours, ouais, c'est un cours assez sympa. Je vous assure que la rentrée est assez chouette sur la partie théâtrale, personal branding. Ça ça sert pas que pour apprendre des choses pour soi, ça sert aussi pour faire de la cohésion d'équipe, de la promo. Là, je dis souvent, parce que j'ai testé plein de choses pédagogiquement, plus la promo est soudée, plus les étudiants travaillent bien ensemble, les apprenants échangent, et plus l'année est cool pour eux, plus elle se passe bien, et surtout, moins ils me posent de questions, ils m'embêtent, puisqu'ils le gèrent entre eux, donc ça, c'est quand même assez cool. Donc, j'ai tout intérêt à ce qu'ils fassent une très bonne cohésion d'équipe dès le démarrage, et ça marche plutôt bien. Question pour Camille et Marie. Avez-vous rencontré des difficultés particulières lors de vos études à IMTBS? Si oui, comment les avez-vous gérées? Et merci à toute l'équipe. Merci Andrea. Qui prend? Camille, tu prends les difficultés particulières? Forcément, Yes. ce n'est pas rose. Non, tout n'est pas rose. Et comme je le disais tout à l'heure quand j'ai fait un petit peu ma présentation, et pour rebondir sur la question d'avant sur la semaine théâtrale, je pense que ça nous a permis de tous se rencontrer. Aussi, avec cette période de Covid, c'est pas facile d'avoir les cours 100% à distance. Donc, cette semaine de théâtre, ça a permis qu'on se rencontre tous, qu'on crée des liens en une semaine. On ne crée pas des liens enfin, non plus surdimensionnés, mais ça nous a permis de nous connaître, de nous rencontrer, de mettre des visages sur des prénoms, etc. On a un groupe classe, comme je vous disais, dans lequel on échange, tout le monde échange, enfin, pas tout le monde, mais les personnes qui souhaitent échangent, dans lequel on pose des questions. On se repose aussi pas mal sur le délégué. Je ne sais pas si on peut vraiment dire encore ça à ce stade, mais on a une personne référente en fait à qui on pose des questions quand on a vraiment un problème. Soit un problème personnel soi-même, soit un problème plus global au niveau de la classe en termes de, je sais pas, de délai, une difficulté sur une question. Donc c'est vrai qu'on est assez soudés entre nous et quand on a un problème, on se repose sur les autres, c'est pas le bon terme, mais on s'entraide et dès qu'on peut s'aider, dès que, je sais pas, s'il y a quelqu'un qui va pas bien, s'il y a quelqu'un qui a des difficultés personnelles, on fait en sorte de l'aider et de pallier comme on peut, surtout pour les projets de groupe. S'il y a quelqu'un qui va pas bien, personne ne lui jettera la pierre pour lui dire qu'il a moins travaillé que les autres. L'objectif, c'est d'être vraiment soudés et de répondre aux problèmes de chacun pour qu'on passe tous une bonne année et qu'on ait un bon réseau par la suite, qu'on puisse se revoir, se faire des afterworks quand on pourra, bientôt le 19 mai, mais pouvoir se voir tous ensemble et comme vous le disiez tout à l'heure, le réseau c'est important, mais ça crée aussi des amitiés entre nous. Je vais laisser Marie répondre, je pense que c'est intéressant d'avoir aussi son point de vue à elle. Ma difficulté première, c'était d'arriver dans une nouvelle promo sans connaître personne. Et comme a dit Camille, la première semaine, on a réussi à très très bien se connaître. C'est vrai que les cours à distance, parfois quand il faut créer un groupe ou quoi, on se dit mais comment je vais faire, où est-ce que je vais aller? Mais on est tous, on a une conversation de classe et vraiment on est liés, on laisse personne. Ils m'ont pas laissé seule, ils m'ont intégré tout de suite et du coup plus de difficulté, c'est de se sentir unis alors on s'est presque pas vus et on n'a pas le temps de continuer à se parler entre nous, entre
les semaines de cours, à part pour les relations très proches. Mais en tout cas, même la semaine, un mois après, on se reparle et c'est reparti. C'est vraiment chouette. Ouais, et dans un contexte en plus cette année un peu particulier, hein, évidemment, quand il y a les cours ensemble en présentiel, il y a quand même des effets de promo qui sont, je pense, un peu plus. Enfin voilà, moi je vais régulièrement à des dîners d'anciens, et là je vais encore à des promos que j'avais il y a 5 ans et qui se réunissent encore à je sais pas combien, une vingtaine. Et, bon, eux ils m'invitent, donc voilà, faut m'inviter. Moi, je suis pas dans les groupes WhatsApp, tout ça, mais voilà. Enfin, en tout cas, il y a une bonne relation avec les anciens et ça c'est assez cool quoi. Donc voilà, et je pense que ça crée des vrais effets de promo quand ils sont ensemble une semaine, qu'ils travaillent en groupe, etc. Qui peuvent faire des moments conviviaux, c'est extrêmement important. Et moi je pousse aussi beaucoup à ça. Qu'il y a aussi des moments où juste pour passer du temps ensemble, se rencontrer, apprendre à se connaître. Je pense que c'est essentiel parce que c'est des liens qu'on peut garder à vie derrière et c'est extrêmement précieux. Voilà. Et c'est pour le côté perso, mais c'est quand même précieux. Il n'y a pas que le boulot. Quelle portion des alternants se fait embaucher? Bah tous. Enfin, je veux dire, à la sortie de l'alternance, sortie de l'alternance, non, pas tous, ça c'est pas vrai, notamment dans le contexte actuel où il y a des ouvertures ou pas de postes selon les boîtes et c'est plus ou moins compliqué. Alors après, l'alternance, souvent, c'est quand même en majorité en des grands groupes parce qu'en fait, ils ont des quotas obligatoires d'apprentis. Donc tout ce qui est alternance, enfin mode d'apprentissage, contrat d'apprentissage ou contrat pro, il y a des quotas dans les grosses boîtes et les grosses boîtes évidemment forment pour recruter quand même souvent derrière. Et vu qu'ils font plutôt bien le boulot dans des métiers un peu en tension, bah, ils sont quand même souvent recrutés. Je dirais à peu près 60%, alors un peu moins parce que du coup c'est 80%, mais je dirais en gros 55%, je pense, en tout cas une proposition. C'est-à-dire qu'ils y vont tous et qu'ils acceptent tous, mais ils ont une proposition. Les étudiants font un peu leur difficile parfois, je trouve, mais ils ont bien raison. J'en ai quand même quelques-uns qui décident de faire, voilà, certains ont fait des tours du monde, monter leur boîte, enfin faire plein d'autres projets. Certains font un peu tout ça en même temps, je sais pas, ils se débrouillent très bien, je sais pas comment ils négocient. Mais voilà, donc il y en a quand même pas mal qui se font embaucher derrière leur contrat d'apprentissage. Et quand c'est pas le cas, encore une fois, je vous le dis, 80% une proposition d'embauche ou dans une boîte ou dans leur boîte où ils ont fait leur apprentissage avant leur soutenance. C'est-à-dire avant le diplôme. Et les autres sont embauchés dans la sortie. Alors quel salaire moyen à la sortie? Alors c'est compliqué de répondre parce que je vais vous donner le salaire moyen de l'école. Donc ça c'est toutes les promotions confondues, qui est en gros 41K euros, si je dis pas de bêtises maintenant, en salaire de sortie. Mais il s'avère que ce salaire de sortie est extrêmement tiré par les ingénieurs d'affaires, qui ont des salaires au-dessus en moyenne. Et pourquoi? Bah, c'est assez logique parce que c'est des métiers qui sont déjà très chronophages, qui font bouffer tout le monde dans la boîte. Parce que c'est des fonctions quand même qui rapportent les business et les contrats. C'est des métiers qui prennent beaucoup d'énergie et il y a souvent des variables, des incentives derrière pour motiver. Donc c'est des bons salaires en général fixes et puis des variables derrière. Donc je pense que en IAI on est au-dessus de ça. Et aussi il y a un autre biais qu'il faut prendre en compte, c'est que ceux qui partent travailler à l'étranger, bah, selon ils vont bosser, mais souvent ils vont quand même bosser dans des pays où on ne peut pas vraiment comparer niveau de vie et salaire, mais les salaires sont au-dessus, comme en Angleterre par exemple, de la moyenne française, mais le niveau de vie est aussi plus cher, donc on ne sait pas trop comment l'équilibrer, donc ça rentre aussi dans la moyenne des IA. Voilà, mais en tout cas ça vous donne un ordre d'idée, ils sont quand même pas mal recrutés, les masters spécialisés, ils sont d'autant plus recrutés que cette moyenne-là parce qu'ils ont déjà souvent un diplôme d'ingénieur ou autre, mais ils ont souvent déjà un diplôme ou une expérience professionnelle, donc c'est pas des juniors. Et en plus ils ont cette composante-là, donc autant dire que leur salaire à eux est plutôt assez élevé. D'ailleurs je le répète à tous les gens que j'ai en apprentissage, négociez vos salaires, quoi. Et franchement il y a le choix sur le marché. Merci Pauline. Je crois que Pauline elle est en train de dire que c'est la fin. Voilà, donc Pauline qui s'occupe, qui est responsable marketing des masters spécialisés et qui a organisé ce bon concept d'Iapéro qui est super sympa, pour remplacer celui qu'on avait en physique et qui nous fait un petit signe pour nous dire que c'est la fin. Donc je fais un mot de conclusion, peut-être. Je sais pas Pauline, tu peux mettre un oui dans les questions ou un non? T'as le choix. Ok, je fais le mot de conclusion. Bon, alors en tout cas, merci à tous. Donc je remercie évidemment Marie-Camille qui se sont prêtés au jeu et qui ont pris du temps pour vous rencontrer et échanger avec vous. Et merci beaucoup d'être là parce que c'est important d'avoir votre regard aussi à vous et pas que le nôtre. On pourrait s'enfermer dans notre petite tour d'ivoire. Merci à Pauline et Alan qui ont organisé tout ça et merci à Mickaël qui gère la plateforme VMix et qui a permis comme ça à tout le monde de pouvoir suivre l'événement en ligne. J'espère que vous avez plein d'infos. N'hésitez surtout pas à candidater parce que voilà, on aimerait bien vous avoir l'année prochaine et dépêchez-vous un peu parce que les places, comme je le dis, sont un peu limitées et il y a quand même un côté itératif, on remplit au fur et à mesure s'il y a des bons candidats. Donc on en a quand même un peu moins déjà qu'il y a quelques mois.
Je vous invite à candidater assez vite si vous voulez venir avec nous. Et n'hésitez pas à contacter du coup l'école, les anciens, les alumni pour avoir plus de renseignements. Vous pouvez écrire un mail à l'école ou à moi en direct. Moi, je le retransfère souvent quand c'est des questions administratives, mais en tout cas, quelqu'un vous appellera derrière et fera le suivi. Voilà, on prendra beaucoup de temps pour ça. Et j'espère que ça vous a plu, ce petit concept d'e-apéro. Il faudra nous faire des retours pour dire si c'est cool ou pas, pour qu'on continue. Et du coup, je vous souhaite à tous une super bonne soirée et je vous dis du coup à l'année prochaine, j'espère.